Kilij Arslan est à nouveau engagé, corps et âme, dans la bataille de Malatya, quand, au premier jour de mai, arrive un nouveau messager, tremblant de fatigue et de peur. Ses propos jettent l'effroi dans le camp du sultan. Les Franges sautent aux portes de Nicée qu'ils commencent à assiéger. Ce ne sont plus comme en été des bandes de pillards dépenaillés, mais de véritables armées de milliers de chevaliers lourdement équipés. Et cette fois, les soldats du Basileus les accompagnent. Kilij Arslan tente de calmer ses hommes, mais lui-même est torturé par l'angoisse. Doit-il abandonner Malatya à son rival pour revenir vers Nicée? Est-il sûr de pouvoir encore sauver sa capitale? Ne va-t-il pas perdre sur les deux fronts? Après avoir longuement consulté ses plus fidèles émirs, une solution se dégage, une forme de compromis. Allez voir Danishment, qui est homme d'honneur, le mettre au courant de la tentative de conquête entreprise par les Roums et leurs mercenaires, ainsi que de la menace qui pèse sur tous les musulmans d'Asie mineure, et lui proposer de cesser les hostilités. Avant même que Danishment ne donne sa réponse, le sultan a dépêché une partie de son armée vers la capitale. De fait, une trêve est conclue au bout de quelques jours, et Kilij Arslan prend sans tarder le chemin de l'ouest. Mais au moment où il atteint les hauteurs proches de Nicée, le spectacle qui s'offre à ses yeux lui glace le sang dans les veines. La superbe cité que lui a léguée son père est encerclée de toutes parts. Une multitude de soldats sont là, s'affairant à mettre en place tours mobiles, catapultes et mangonneaux, qui doivent servir pour l'assaut final. Les émirs sont formels. Il n'y a plus rien à faire. Il faut se replier vers l'intérieur du pays avant qu'il ne soit trop tard. Le jeune sultan n'arrive pourtant pas à se résigner à abandonner ainsi sa capitale. Il insiste pour tenter une dernière percée au sud, là où les assiégeants semblent le moins solidement retranchés. La bataille est engagée le 21 mai à l'aube. Kilij Arslan se jette avec fureur dans la mêlée, et le combat fait rage jusqu'à la tombée du jour. Les pertes sont aussi lourdes des deux côtés, mais chacun a conservé ses positions. Le sultan n'insiste pas. Il a compris que rien ne lui permettra plus de desserrer l'étau. S'entêter à lancer toutes ses forces dans une bataille si mal engagée pourrait prolonger le siège de quelques semaines, voire de quelques mois, mais risquerait de mettre en jeu l'existence même du sultanat. Issu d'un peuple essentiellement nomade, Kilij Arslan sait que la source de son pouvoir réside dans les quelques milliers de guerriers qui lui obéissent, non dans la possession d'une ville, aussi attachante soit-elle. Il aura d'ailleurs bientôt choisi pour nouvelle capitale la ville de Konya, nettement plus à l'est, que ses descendants vont garder jusqu'au début du XIVe siècle. Il ne reverra plus jamais Nicée. Avant de s'éloigner, il envoie un message d'adieu aux défenseurs de la ville pour les avertir de sa douloureuse décision et leur recommander d'agir conformément à leurs intérêts. La signification de ces mots est claire, aussi bien pour la garnison turque que pour la population grecque. Il faut livrer la ville à Alexis Comnène, et non à ses auxiliaires francs. Des négociations s'engagent donc avec le Basileus qui, à la tête de ses troupes, a pris position à l'ouest de Nicée. Les hommes du sultan essaient de gagner du temps, espérant sans doute que leur maître pourra revenir avec des renforts. Mais Alexis est pressé. Les Occidentaux, menace-t-il, s'apprêtent à donner l'assaut final. Et alors, il ne répondra plus de rien. Se souvenant des agissements des Franges l'année précédente aux environs de Nicée, les négociateurs sont terrorisés. Ils voient déjà leur ville pillée, les hommes massacrés, les femmes violées. Sans plus hésiter, ils acceptent de remettre leur sort entre les mains du Basileus, qui fixe lui-même les modalités de la reddition. Dans la nuit du 18 au 19 juin, des soldats de l'armée byzantine, turcs pour la plupart, sont introduits dans la cité au moyen de barques qui traversent en silence le lac Ascanios. La garnison capitule sans combat. Aux premières lueurs du jour, les bannières bleues et or de l'empereur flottent déjà sur les murailles. Les Franges renoncent à donner l'assaut. Dans son infortune, Kilij Arslan recevra ainsi une consolation. Les dignitaires du sultanat seront épargnés et la jeune sultane, accompagnée de son nouveau-né, sera même reçue à Constantinople avec les honneurs royaux
au plus grand scandale des Franj. La jeune femme de Kilij Arslan est la fille de Chaka, un aventurier de génie, un émir turc fort célèbre à la veille de l'invasion franque. Emprisonné par les Roums tandis qu'il effectuait une razzia en Asie mineure, il avait impressionné ses geôliers par sa facilité à apprendre le grec, qu'au bout de quelques mois il parlait à la perfection. Brillant, habile, beau parleur, il était devenu un visiteur régulier du palais impérial qu'il avait même gratifié d'un titre de noblesse. Mais cette étonnante promotion ne lui suffisait pas. Il visait plus haut, bien plus haut. Il voulait devenir empereur de Byzance. L'émir Chaka avait à cet effet un plan fort cohérent. Ainsi, il était parti s'installer dans le port de Smyrne, sur la mer Égée, où, avec l'aide d'un armateur grec, il s'était constitué une véritable flotte de guerre, comprenant des brigantins légers, des vaisseaux à rames, dromons, birèmes ou trirèmes, au total près d'une centaine de bâtiments. Dans une première étape, il avait occupé de nombreuses îles, notamment Rhodes, Chios, Samos, et étendu son autorité sur l'ensemble de la côte égéenne. S'étant ainsi taillé un empire maritime, il s'était proclamé Basileus, organisant son palais de Smyrne sur le modèle de la cour impériale, et avait lancé sa flotte à l'assaut de Constantinople. Il avait fallu d'énormes efforts à Alexis pour parvenir à repousser l'attaque et à détruire une partie des vaisseaux turcs. Nullement découragé, le père de la future sultane avait repris avec détermination la construction de ses navires de guerre. C'était vers la fin de l'année 1092, au moment où Kilij Arslan revenait d'exil, et Chaka s'était dit que le jeune fils de Suleiman serait un excellent allié contre les Roums. Il lui avait offert la main de sa fille. Mais les calculs du jeune sultan étaient bien différents de ceux de son beau-père. La conquête de Constantinople lui apparaissait comme un projet absurde. En revanche, nul n'ignorait dans son entourage qu'il cherchait l'élimination des émirs turcs qui tentaient de se tailler un fief en Asie mineure, c'est-à-dire en premier chef Danishment et le trop ambitieux Chaka. Le sultan n'avait donc pas hésité. Quelques mois avant l'arrivée des Franj, il avait invité son beau-père à un banquet, et l'ayant enivré, l'avait poignardé de sa propre main, semble-t-il. Chaka avait un fils, qui avait pris alors la succession, mais il n'avait ni l'intelligence ni l'ambition de son père. Le frère de la sultane s'était contenté de gérer son émirat marin jusqu'à cette journée d'été 1097, où la flotte des Roums était arrivée inopinément au large de Smyrne avec à son bord un messager inattendu, sa propre sœur. Celle-ci attardait à comprendre les raisons de la sollicitude de l'empereur à son égard. Mais tandis qu'on la convoie vers Smyrne, la ville où elle a passé son enfance, tout lui apparaît clairement. Elle est chargée d'expliquer à son frère qu'Alexis a pris Nicée, que Kilij Arslan est battu, et qu'une puissante armée de Roums et de Franj va bientôt attaquer Smyrne avec l'aide d'une immense flotte. Pour avoir la vie sauve, le fils de Chaka est invité à conduire sa sœur auprès de son époux, quelque part en Anatolie. La proposition n'ayant pas été refusée, l'émirat de Smyrne cesse d'exister. Au lendemain de la chute de Nicée, toute la côte de la mer Égée, toutes les îles, toute la partie occidentale de l'Asie mineure échappe donc désormais aux Turcs. Et les Roums, aidés par leurs auxiliaires francs, semblent décidés à aller plus loin. Mais dans son refuge montagneux, Kilij Arslan ne désarme pas. Passé la surprise des premiers jours, le sultan prépare activement sa riposte. Il se mit à recruter des troupes, à enrôler des volontaires et à proclamer le djihad, note Ibn al-Qalanisi. Le chroniqueur de Damas ajoute que Kilij Arslan demanda à tous les Turcs de lui venir en aide, et ils répondirent nombreux à son appel. De fait, le premier objectif du sultan est de sceller une alliance avec Danishment. Une simple trêve ne suffit plus. Il est impérieux maintenant que les forces turques d'Asie mineure soient unies, comme s'il s'agissait d'une seule armée. Kilij Arslan est sûr de la réponse de son rival. Musulman fervent tout autant que stratège réaliste, Danishment s'estime menacé par la progression des Roums et de leurs alliés francs.
Il préfère les affronter sur les terres de son voisin plutôt que sur les siennes, et sans plus attendre, il arrive avec des milliers de cavaliers au camp du sultan. On fraternise, on se consulte, on élabore des plans. La vue de cette multitude de guerriers et de chevaux couvrant les collines redonne confiance aux chefs. Ils s'attaqueront à l'ennemi dès qu'ils en auront l'occasion. Kilij Arslan guette sa proie. Ses informateurs infiltrés chez les Roums lui ont fait parvenir de précieux renseignements. Les Franges clament tout haut qu'ils sont déterminés à poursuivre leur chemin au-delà de Nicée et veulent arriver jusqu'en Palestine. On connaît même leur itinéraire, descendre vers le sud-est, en direction de Konya, la seule ville importante qui soit encore aux mains du sultan. Tout au long de cette zone montagneuse qu'ils devront traverser, les Occidentaux prêteront donc le flanc aux attaques. Le tout est de choisir le lieu de l'embuscade. Les émirs qui connaissent bien la région n'hésitent pas. Il y a, près de la ville de Dorilé, à 4 jours de marche de Nicée, un endroit où la route s'enfonce dans une vallée peu profonde. Si les guerriers turcs se rassemblent derrière les collines, ils n'auront plus qu'à attendre. Au dernier jour de juin 1097, lorsque Kilij Arslan apprend que les Occidentaux, accompagnés d'une petite troupe de Roums, ont quitté Nicée, le dispositif de l'embuscade est déjà en place. Le 1er juillet, à l'aube, les Franges sont à l'horizon. Chevaliers et fantassins avancent tranquillement, ne semblant nullement se douter de ce qui les attend. Le sultan avait peur que son stratagème ne soit découvert par les éclaireurs ennemis. Apparemment, il n'en est rien. Autre sujet de satisfaction pour le monarque seldjoukide, les Franges semblent moins nombreux que ce qui avait été annoncé. Une partie d'entre eux serait-elle restée à Nicée? Il l'ignore. En tout cas, à première vue, il dispose de la supériorité numérique. Si on y ajoute l'avantage de la surprise, la journée devrait lui être favorable. Kilij Arslan est nerveux, mais confiant. Le sage Danishment, qui a 20 ans d'expérience de plus que lui, l'est aussi. Le soleil vient tout juste d'apparaître derrière les collines lorsque l'ordre d'attaquer est lancé. La tactique des guerriers turcs est bien rodée. C'est elle qui leur a assuré depuis un demi-siècle la suprématie militaire en Orient. Leur armée est constituée presque totalement de cavaliers légers qui manient l'arc admirablement. Ils s'approchent, déversent sur leurs ennemis une pluie de flèches meurtrières, puis s'éloignent à toute allure pour céder la place à une nouvelle rangée d'assaillants. Généralement, quelques vagues successives mettent leur proie à l'agonie. C'est alors qu'ils engagent le corps à corps final. Mais, le jour de cette bataille de Dorilé, le sultan, installé avec son état-major sur un promontoire, constate avec inquiétude que les vieilles méthodes turques n'ont plus leur efficacité habituelle. Les Franges n'ont, il est vrai, aucune agilité, et ils ne se semblent pas pressés de riposter aux attaques répétées. Mais ils maîtrisent parfaitement l'art de la défensive. La force principale de leur armée réside dans ces épaisses armures dont les chevaliers couvrent tout leur corps, et même parfois celui de leur monture. Si leur avancée est lente, pesante, les hommes sont magnifiquement protégés contre les flèches. Après plusieurs heures de combat ce jour-là, les archers turcs ont certes fait de nombreuses victimes, surtout parmi les fantassins, mais le gros de l'armée franque reste intact. Faut-il engager le corps à corps? Cela semble hasardeux. Au cours des nombreuses escarmouches qui se sont produites autour du champ de bataille, les cavaliers des steppes n'ont nullement fait le poids face à ces véritables forteresses humaines. Faut-il prolonger indéfiniment la phase de harcèlement? Maintenant que l'effet de surprise est passé, l'initiative pourrait bien venir du camp adverse. Certains émirs conseillent déjà d'opérer un repli lorsqu'apparaît au loin un nuage de poussière. C'est une nouvelle armée franque qui s'approche, aussi nombreuse que la première. Ceux contre lesquels on se bat depuis le matin ne sont que l'avant-garde. Le sultan n'a pas le choix. Il doit ordonner la retraite. Avant même qu'il n'ait pu le faire, on lui annonce qu'une 3e armée franque est en vue derrière les lignes turques sur une colline qui domine la tente de l'état-major. Cette fois, Kilij Arslan cède à la peur. Il saute sur son destrier et galope vers les montagnes, abandonnant jusqu'à ce fameux trésor qu'il transporte toujours avec lui pour payer ses troupes. Danishment le suit de près, ainsi que la plupart des émirs.
Profitant du seul atout qui leur reste, la vitesse, de nombreux cavaliers parviennent à s'éloigner à leur tour sans que les vainqueurs ne puissent les poursuivre. Mais la plupart des soldats demeurent sur place, encerclés de toutes parts. Comme l'écrira Ibn al-Qalanisi, les Franges taillèrent en pièces l'armée turque, ils tuèrent, pillèrent et prirent beaucoup de prisonniers qu'ils vendirent comme esclaves. Dans sa fuite, Kilij Arslan rencontre un groupe de cavaliers qui arrivent de Syrie pour se battre à ses côtés. « Il est trop tard », leur avoue-t-il. « Ces Franges sont trop nombreux et trop forts. Il n'y a plus rien à faire pour les arrêter. » Joignant l'acte à la parole et décidé à laisser passer l'ouragan, le sultan vaincu disparaît dans l'immensité du plateau anatolien. Il attendra 4 ans avant de se venger. Seule la nature semble encore résister à l'envahisseur. L'aridité des sols, l'exiguïté des sentiers de montagne et la chaleur de l'été sur des routes sans ombre retardent quelque peu la progression des Franges. Il leur faudra, après Dorilé, 100 jours pour traverser l'Anatolie, alors qu'1 mois aurait dû suffire. Entre-temps, les nouvelles de la débâcle turque ont fait le tour de l'Orient. Quand fut connue cette affaire honteuse pour l'islam, ce fut une véritable panique, note le chroniqueur de Damas. La frayeur et l'anxiété prirent d'énormes proportions. Des rumeurs circulent sans arrêt sur l'arrivée imminente des redoutables chevaliers. À la fin de juillet, le bruit court qu'ils approchent du village d'Al-Balana, à l'extrême nord de la Syrie. Des milliers de cavaliers se rassemblent pour leur faire face. Fausse alerte. Les Franges ne se montrent pas à l'horizon. Les plus optimistes se demandent si les envahisseurs n'ont pas rebroussé chemin. Ibn al-Qalanisi s'en fait l'écho à travers l'une de ces paraboles astrologiques qu'affectionnent ses contemporains. Cet été-là, une comète apparut du côté de l'ouest, son ascension dura 20 jours, puis elle disparut sans plus se montrer. Mais les illusions se dissipent vite. Les informations sont de plus en plus précises. Dès la mi-septembre, on peut suivre la progression des Franges de village en village. Le 21 octobre 1097, des cris retentissent du haut de la citadelle d'Antioche, la plus grande ville de Syrie. Ils sont là. Quelques badauds se pressent vers les remparts, mais ils ne voient qu'un vague nuage de poussière très loin, au bout de la plaine, près du lac d'Antioche. Les Franges sont encore à une journée de marche, peut-être plus, et tout laisse supposer qu'ils voudront s'arrêter pour prendre quelque repos après leur longue traversée. La prudence exige pourtant de fermer déjà les 5 lourdes portes de la cité. Dans les souks, la clameur du matin s'est éteinte. Marchands et clients se sont immobilisés. Des femmes murmurent quelques prières. La peur s'est emparée de la ville.